Salut, mon nom c'est Alex Chabot, a.k.a. Le Chabotage. Donc vous avez vu le vidéo meilleur film de 2014, donc vous savez que j'aime aussi blaster sur les pires films de l'année. Alors maintenant c'est pire film de 2014, donc c'est un top 10, un flop 10 comme j'aime bien appeler. Et là je vous avertis avant de commencer la vidéo, je vais aller dans les spoilers, donc dans les révélations pour appuyer mes propos au niveau du fait que pourquoi le film est vraiment mauvais. Alors tout d'abord des mentions déshonorables, Célibataire ou presque de Awkward Moment, un film que j'ai pas aimé du tout, comédie pas drôle. C'était un film où tous les gars se ressemblaient, toutes les filles se ressemblaient, les gars c'était tous des assholes qui voulaient coucher avec n'importe quelle fille, et les filles évidemment sont comme « Oh mais tu m'as trompé, mais je t'aime parce que t'es Zac Efron !» Tu sais, vous voyez le genre un peu. Et les dialogues étaient beaucoup trop littéraires, ça sonnait cruellement faux dans toutes les bouches de tous les acteurs du film, ça sonnait faux au bout, et vraiment j'ai pas ri du tout. Enemies Closer, un autre VVS, il y en a beaucoup, c'est pas facile pour VVS film. Enemies Closer, Ennemi à abattre de Jean-Claude Van Damme. Bon, c'est sûr que, ben là, Alex, Jean-Claude Van Damme, tu l'as un petit peu cherché, mais je vais vous avouer que Jean-Claude Van Damme fait des maudits bons direct-to-video depuis un certain temps, et ici, non. En fait, c'est un mauvais thrill de marketing. Ce qui s'est passé, c'est qu'on met Jean-Claude Van Damme, c'est la pochette, mais c'est pas lui la vedette, il fait le méchant, il a une perruque blonde, il a l'air cave, il tue une personne avec un CD en plastique. J'ai vraiment fait « Quoi? » J'en revenais pas. Tom Everett Scott, Orlando Jones sont les vedettes du film. C'est des has-been qu'on a vus dans des films début 2000, qui ont un semblant de carrière, mais qui n'ont jamais eu en fait. Et puis, on essaye de les vendre comme des action guys, mais ils l'ont pas pantoute. Souvent, c'est trop éclairé, c'est pas assez éclairé. Et on voit qu'il y a eu des doublures qui ont été utilisées pour ce film-là. Tom Everett Scott, il a la shape esprit d'un plombier, il a pas la shape d'un action guy, vraiment pas. Dark Tourist, Touriste sombre, c'est sorti par Phase 4 Films. Il était chanceux, il a pas assez proche d'être dans le décompte, mais étant donné qu'il est sorti en 2012 puis qu'il est sorti directement en DVD en 2014, c'est une question d'année. Puis bon, aussi le film n'était pas trop long, c'était 1h15, mais reste que c'est très mauvais comme film. C'est Michael Couglitz qui décide d'aller dans une ville comme ça. Il est obsédé par les tueurs en série, c'est un homme seul, il décide d'aller se rendre dans une ville nowhere aux États-Unis pour savoir un peu plus sur le tueur. Et là on visite des lieux, il y a de la narration, j'avais l'impression de regarder Canal D, les émissions qui passent à Investigation, c'était ça, une bonne partie du film, honnêtement, écoutez Canal D à la place. Il rencontre aussi Melanie Griffith, une histoire d'amour assez prétentieuse, et Melanie Griffith en passant est détruite, là. Son visage, c'est un tas de vomi. Puis le film finit de manière extrêmement prévisible. Vraiment, si vous commencez le film, vous allez deviner après 15 minutes qu'est-ce qui se passe à la fin. Et ça arrive et c'est mal fait. Ninja Turtles, je m'ennuie vraiment des rubber suits. Bon, les films des années 90, c'était pas des chefs-d'œuvre. C'était quand même divertissant. Ici, c'est une overdose d'effets par ordinateur, de CGI. Les Ninja Turtles ont l'air d'évader de prison. On dirait qu'ils ont pris des gros noirs. Je suis pas raciste, mais ça avait l'air de ça. Des gros noirs, des thugs, ils les ont modelés, et c'est ça vos nouveaux Ninja Turtles, les enfants. L'humour est très bas de gamme, mais c'est pas drôle du tout. Je me demande vraiment si les enfants vont rire, c'est pas drôle. Megan Fox, c'est horrible, elle devrait vraiment arrêter d'y donner des rôles, et je pense que c'est juste Michael Pay qui donne des rôles. La réalisation est confuse, les scènes d'action sont étourdissantes. J'ai pris 2 Advil après avoir regardé ce film-là, vraiment pourri. Ensuite, Alien Délinquant, film avec Aaron Paul et Juliette Lewis, c'est distribué par Mongrel Media. Gros problème du film, c'est un mélodrame à numéro qu'on pourrait voir à Canal Vie n'importe quand. C'est filmé un peu, bon, film indépendant, caméra un peu comme j'utilise ici, mais là, un peu caméra à l'épaule pour donner de l'intensité. Le gros problème du film, c'est qu'il se passe rien. Les délinquants, ils font pas grand-chose, c'est juste des petits rebelles, ils ont des chandails de métal, genre, ils se prennent des chandails de Slayer, ils font des petits feux illégaux, font de la motocross, tu sais. C'est un peu, la personne qui a écrit le film s'est dit, oh, hey, c'est un délinquant parce qu'il fait de la motocross, tu sais. Pensez à Arriéré des années 80, ben c'était ça, ce film-là. Aaron Paul en père de famille, j'y crois pas du tout. Moi, je vais toujours le voir comme Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Même avec sa barbe, il est pas imposant pour 5 scènes. Et la fin, vraiment, la pensée magique, tout s'arrange, tu sais, comme ça, rien, tout arrive pour de bon comme ça. J'ai trouvé que c'était vraiment un mélodrame à numéro, pas du tout efficace. Film d'horreur de Phase 4 Films, Kingdom Come. Concept vraiment intéressant, mais si vous avez vu le moindre film d'horreur dans votre vie, vous allez comprendre la fin assez vite, vous allez la deviner 5 minutes. Aussitôt, vous allez comprendre le contexte parce que le film est tellement mal monté, on sait déjà qu'est-ce qui va arriver à la fin. Fait que tout le long du film, c'est des personnes qui se promènent dans un asile, ils se font poursuivre par des monstres imaginaires, disparaissent, se font tuer en raison de leur vice. Le concept est intéressant, mais c'est tellement mal réalisé, mal dirigé, les acteurs surjouent ou jouent pas assez bien dans ce film-là. Vraiment, j'ai été très déçu, même si on sentait qu'il y avait une bonne idée derrière tout ça. Et ma dernière mention déshonorable, passée très proche d'être dans le top 10, mais il y a une raison précise pourquoi.
Avant, je vais vous dire le film Under the Skin. C'est distribué par Mongrel Media. Et il y a une raison pourquoi j'ai décidé de pas le mettre dans le top 10. Et c'est parce qu'on voit Scarlett Johansson pis son beau corps tout nu, là, ses totons, là, pis son motherfucking hot body! Wouhou! Non, c'était pas Scarlett Johansson. Ok, c'était pas désagréable en soi, mais non, c'est pas pour cette raison-là. Je vais faire un parallèle. Mettons, vous recevez un cadeau à Noël. Vous avez le papier d'emballage. C'est en fait ce genre de film-là, j'aime ça appeler le papier d'emballage. Soit un cadeau, papier d'emballage, il est super beau, on sent que c'est un matériau de qualité, il y a des rubans dessus, ça brille. Et on déballe le cadeau, et là, finalement, on découvre que c'est un jeu de parchésie. Et tout ce que je vais avoir envie de dire, c'est... Pourquoi hostie tu me donnais un jeu de vieux sénile retraité? Ben c'est un peu ça, Under the Skin, c'est que au niveau de l'emballage, dans le fond, esthétiquement parlant, le montage, la musique, c'est formidable, c'est beau, c'est vraiment léché, musique est oppressante. Mais c'est au niveau du scénario puis au niveau de l'intérêt que ça marche pas. C'est que le scénario il est pas là, il y a des longueurs, le jeu des acteurs est en bois là-dedans. Mais je me dis, peut-être qu'un jour je vais devenir un vieux sénile retraité puis je vais aimer le parchésie. Ben c'est un peu ça Under the Skin. Peut-être qu'avec le temps je vais saisir toutes les nuances du film puis je vais finir par l'apprécier. Mais pour le moment, c'est un film qui m'a grandement déçu et ça reste dans mes mentions déshonorables. En 10e position, Sin City, A Dame to Kill For. Sin City, J'ai tué pour elle, c'est distribué par Entertainment One. Bon, Sin City, le premier, sorti en 2005, ça a eu l'effet d'une bombe. Quand ça a sorti, tout le monde en parlait et c'est un de mes films préférés, le premier volet. Je l'ai réécouté même avant de réécouter ce deuxième volet. Et vraiment, ok, bon, la violence est omniprésente, c'est une violence très graphique, ça respecte l'univers de la BD. Et il a fallu qu'on attende presque 10 ans avant d'avoir ce deuxième volet. Et le temps d'attente ne justifie pas le produit qu'on a eu là en 2014. Un film qui m'a grandement déçu, mais vraiment qui m'a mis aussi en beau fusil. Parce que bon, les histoires premièrement sont plates à mort, c'est un peu comme une forme d'anthologie. Et vraiment, le meilleur, je pense, qui a été pris dans le premier volet. Parce qu'ici, c'est une espèce de suite préquelle, ils savaient pas trop sur quel pied danser, et on passe beaucoup trop de temps sur l'histoire, en fait, avec Dwight, qui, bon, c'est avant qu'il change son visage, parce que, bon, si vous avez vu le premier film, dans le fond, Dwight est incarné par Clive Owen, et il avait subi une chirurgie esthétique, et dans le deuxième, c'est Josh Brolin qui l'incarne, et c'était avant d'avoir sa chirurgie. Et premièrement, on passe beaucoup trop de temps sur cette histoire-là, et on plug une histoire de femme fatale avec Eva Green, et c'est la meilleure performance du film. Eva Green, c'est la seule raison pourquoi le film ne se mérite pas un 1 ou un 2 sur 10. J'avais donné 4 sur 10 via Twitter. Eva Green est formidable. Même problème qui est arrivé aussi avec un autre film de 2014, 302. Ça fait bizarre à dire, mais Eva Green était excellente dans 302, mais le reste du film était assez fade. Et c'est le même problème ici, mais c'est pire parce qu'on avait tellement des attentes hautes envers ce film-là que bon, on arrive puis c'est comme un produit ordinaire. L'histoire avec Joseph Gordon-Levitt est complètement inutile, elle ne mène nulle part. Il y a beaucoup trop de caméos pour rien, beaucoup d'acteurs qu'on est comme « Hey, c'est cool de le revoir, il est là 2 minutes. » Par exemple, Jeremy Piven, que j'aime beaucoup, qu'on connaît pour la série Entourage, on le voit quelques minutes, il se fait tirer une balle dans la tête. Tu sais, vous voyez le genre un peu, c'est ça tout le long, on voit Lady Gaga dans un rôle assez anonyme, elle fait une serveuse, elle donne un billet à Joseph Gordon-Levitt, fin. Tu sais, plein de d'issues qui mènent nowhere, qui est coupé, drette, frette, net sec, comme un de mes amis disait. Et la dernière partie du film, c'est Jessica Alba qui est en quête de revanche. Jessica Alba ne peut pas jouer correctement un rôle comme celui-ci, on n'y croit pas du tout. On sent que les acteurs ont vieilli. Fait que Jessica Alba a pu la shape qu'elle avait dans le premier film, tu sais, elle avait une bonne shape là. On voit qu'elle a eu des enfants. Fait elle fait des scènes de danse, pis on est comme un petit peu malaisé par ça, on est comme gêné. Elle fait du twerking un moment donné, j'étais comme non, t'as plus l'âge pour faire ça, t'es rendu trop vieille. Vraiment un film qui est mal divisé, qui est arrivé beaucoup trop tard. Vraiment très déçu par Sin City, A Dame to Kill For. En 9e position, No Good Deed, Mauvaise Intention. Oh boy. Bon, en gros, No Good Deed, c'est une histoire classique d'un tueur en série que, bon, il
Et tu sais, il demande d'être libéré, sa cause est rejetée, il réussit à s'évader, puis là il est assoiffé de vengeance, fait qu'il veut tuer son avocat ou le procureur qui a décidé de sa sentence. Tu sais, thriller des années 90, on dirait qu'une certaine minorité de personnes n'a jamais décroché, et on dirait que là, ils savent là, qu'ils en ont fait une coupe, fait qu'on dirait qu'ils se forcent plus pour le faire, et là, ça donne un film incroyablement mauvais au niveau technique. Des fois, j'avais l'impression que ça avait été tourné de manière amateur. Il y a une scène, à un moment donné, Idris Elba qui fait le méchant du film, il veut monter une cage d'escalier, mais on passe beaucoup trop de temps à filmer la cage d'escalier, puis là, ça shake, là, c'est comme... Pourtant, je veux dire, un trépied, c'est pas cher, là, je veux dire, j'en ai un, et on dirait que le gars t'es pas capable d'avoir un trépied, là, ça bouge, là, pis c'est comme... Tu sais, le directeur photo avait le Parkinson dans ce film-là. Taraji P. Henson incarne une mère de famille là-dedans, et son mari est absent, et bon, évidemment, son mari, c'est lui le procureur. Et Taraji P. Henson incarne, en fait, une ancienne procureure, donc elle a déjà travaillé dans la justice. Mais le problème, c'est qu'elle a aucune idée c'est qui le gars, donc elle le fait rentrer, tu sais, il dit « Ah, j'ai fait un accident, pouvez-vous m'aider, on va appeler la dépanneuse. » Et la fille, une cruche incroyable, et pourtant ce qui me surprend, c'est qu'elle a travaillé là-dedans. Son mari a travaillé sur le cas, je veux dire, même si leur couple va pas bien, tu sais, elle devrait être moindrement au courant, puis en plus, le gars, il a tué 6 personnes. Hey, Magnotta, ici, il a tué une personne, puis ça a fait le tour de la planète. Imaginez ce gars-là qui en a tué 6, du déjà vu 1000 fois, et c'est très répétitif. Taraji P. Henson a fait Idris Elba avec un instincteur, il se court après, elle pogne avec un couteau, après ça, il tire du gun. Tu sais, c'est... ça à peu près à toutes les 5 minutes, et le film dure à peu près 1h20. Vraiment, j'ai été dépassé par la nullité de ce film, et c'est surtout du déjà vu, et ça a été fait en mieux. On sait que c'est un film qui a été lâchement réalisé. Idris Elba, je suis sûr, ok, juste à le regarder, il devait être gelé comme une balle dans ce film-là. Il a les yeux dans la graisse de bine. C'était évident, même probablement toute la majorité du casting. Et vraiment, je n'ai pas aimé No Good Dune. Je trouvais que c'est vraiment un thriller bancal à souhait. En 8e position, Transcendance, distribué par Warner Brothers. C'est le premier film de Wally Pfister, qui est le directeur photo de Christopher Nolan. Et bon, Transcendance, ça raconte rapidement l'histoire. Bon, c'est Johnny Depp, c'est un génie de l'informatique, puis là, il peut implanter, il rêve d'implanter son esprit dans des systèmes informatiques, et là, il y a des cyber-terroristes qui s'en mêlent, Johnny Depp se fait tuer, et là, son esprit revient dans un système informatique, et là, ça prend une ampleur démesurée. Les images sont très belles. Wally Pfister, c'est un excellent directeur photo, puis il le prouve ici, mais au niveau de la réalisation, c'est un désastre. Les comédiens sont mal dirigés. Il y a beaucoup de potentiel gâché dans ce film-là. La structure du film fait que, bon, ça n'a plus aucun sens vers la fin. Bonne partie du film, Johnny Depp, on sent que c'est le bon du film, même s'il est mort, on sent qu'il va être une force incroyable, qu'il va être la bonne force du film. Là, il y a son ex-femme, puis il y a Paul Bettany qui est avec. Bon, les cyber-terroristes, tous décrotés, on veut tous qu'ils crèvent. Vers le dernier tiers du film, on décide même que Johnny Depp est le méchant du film, pour aucune raison. Et toutes les actions qu'il a faites, bon, ça devient un peu démesuré dans le sens que, bon, il est capable de faire vivre du monde. Puis là, il y a vraiment les pouvoirs, il contrôle tout. Mais tu sais, il y a pas de ligne, il n'y a pas rien qui nous fait croire qu'il va être le méchant, tu sais. Fait que là, il devient comme la cible de tout le monde. Là, tout le monde vient du bord des cyber-terroristes, incluant son ex-femme, Paul Bettany, Morgan Freeman. Et là, tout ce qu'on voit, c'est une gang, là, excusez-moi pour les mots, mais une gang de trous de cul, foutre la merde, détruire les plans de Johnny Depp. Et là, à la fin, ils se plaignent que le monde, c'est le chaos pis ça finit plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas aimé Transcendance, c'est que le scénario est bordélique et le dernier tiers gâche tout. Je dis tout, c'est vraiment un dernier tiers imbécile, d'une imbécilité pure. J'espère que Wally Pfister ait un autre contrat, mais c'est sûr qu'une première réalisation, ton film n'a pas marché, pas sûr. Il va probablement rester comme directeur photo de Christopher Nolan, et des fois c'est mieux ainsi. 7e position, Nicolas Cage, et non c'est pas Left Behind, j'ai pas eu la chance entre parenthèses, pareil c'est un des pires films de 2014, mais je n'ai pas vu Left Behind. Non, c'est un autre film qui est sorti avec Nicolas Cage, mais on sentait que Nicolas Cage, sa carrière, je pense qu'il a même défoncé le baril, là, puis il est plus au fond du baril, il est défoncé, il est en terre, là. Tokarev, Rage, ou Rage, et ils ont changé le titre comme ça, probablement parce que Tokarev est une arme, ce qui fait que bon, oh non, c'est mal vu, on va inciter les gens à acheter des armes, puis bon, les Américains sont bien frileux là-dessus. Bon, c'est Nicolas Cage qui un soir décide de se rendre à un party genre avec sa femme, puis laisse sa fille puis ses deux amis s'amuser entre eux.
Non, pas dans ce sens-là, mais bon. Puis quand il revient, ben sa fille est morte, puis les deux amis disent que ils ont été victimes d'une invasion de domicile, des hommes cagoulés qui ont tué sa fille, puis bon, Nicolas Cage voit ça comme une forme de représailles, donc il faut qu'il retourne dans son passé, faire le ménage, et là il se promène avec son ancienne crew pour tuer tous les gangsters et poser des questions. Pour retrouver l'assassin de sa fille, en fait. Mais le problème du film, c'est que probablement la réalisation est super bancale, c'est mal monté, c'est dirigé tout croche. Nicolas Cage joue comme un bloc de ciment dans ce film-là. Dans ce film-là, il a juste l'air vraiment ridicule. Et, et bon, le twist final du film est tellement imbécile que ce qui fait que c'est dans le décompte, c'est que finalement, tout ça est inventé par les deux gars. Bon, Nicolas Cage a fait le ménage, c'est une bonne affaire pour lui, mais ça a servi complètement à rien de foutre la merde de même, parce qu'au final, c'est les amis de sa fille qui ont décidé « Hey, on s'en va dans le garde-robe à ton père, puis on va jouer avec ses guns. » Il y en a qui aiment ça lancer des fléchettes, il y en a qui aiment boire beaucoup de bière, mais eux autres, hey, on va jouer du gun, des vrais Américains. Ils prennent le gun, puis ils tuent la fille par accident, fait que là, ils capotent, puis ils savent pas quoi faire. Ils disent « Hey, on va inventer une histoire. » Belle adon quand même que « Oh, hey, ton père, c'est un ancien gangster. » Tu sais, c'était trop arrangé que le gars l'ait vu, c'était d'une imbécilité pure, et le twist me fait rager solide. En 6e position, film québécois, Miraculum, film distribué par les Films Cristal, c'est distribué aussi par Entertainment One, c'est réalisé par Pods, et j'étais très déçu, parce que d'habitude Pods, je l'adore, autant les séries comme Minuit le soir, 19-2, j'ai adoré son adaptation du roman de Patrick Sénécal, Les 7 jours du Talion, c'était vraiment troublant, c'est un de ses meilleurs films d'ailleurs. Il arrive avec Miraculum, il l'a pas écrit, il l'a juste réalisé, c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi c'était vraiment mauvais. Et vous savez, bon, c'est pas tout le monde qui connaît le cinéma, et quand on parle, mettons, un Québécois moyen qui aime beaucoup les films américains, qui aime les blockbusters, qui aime pas ça se creuser à la tête, qui est pas trop ouvert, puis dit « Oh, les films québécois, c'est que je trouve ça plate », ben c'est un peu ça, Miraculum. C'est le genre de film que quand quelqu'un dit que c'est plate, là, ben c'est ce genre de film-là. Premièrement, il se passe rien, c'est une longueur en soi, c'est plein de sous-histoires dans le fond, c'est relié à un écrasement d'avion, on voit qu'est-ce qui se passe. Et là, on a les témoins de Jéhovah, Marilyn Castonguay, Xavier Dolan. Marilyn Castonguay a l'air d'une extraterrestre dans ce film-là. Ok, il vit, là, je veux dire, t'es témoin de Jéhovah, mais il y a un sourire dans la face, et tous les personnages ont l'air... Ah, je vais prendre l'avion. C'est ça tout le long. Donc c'est vraiment amorphe. Anne Dorval est l'exemple le plus concret. Anne Dorval, ok, ça sert à rien dans le film. Elle est dans la cuisine, elle parle à Robin Aubert, qui est son mari dans le film. Et elle est dans la cuisine, puis elle parle au téléphone, elle mange un truc. Il se passe rien d'autre avec Anne Dorval. La musique est lourde et endormante. Et la réalisation est juste... direction photo aussi, je sais pas, on voulait donner peut-être un grain différent des films commerciaux, mais c'est comme... je sais pas c'était quoi l'intention, peut-être pas de vouloir faire un film un peu à la Paul Thomas Anderson comme Magnola, tu sais, mais ça a été un ratage complet, c'est vraiment pété à la gueule avec ce film-là, et c'était une longueur pénible, c'est même un miracle que j'ai réussi à finir ce film, et juste pour ça, mérite la 6e place dans les comptes des pires films de 2014. 5e position, c'est un film corse. Ok, puis c'est ça, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en DVD et ça s'appelle Les Apaches. C'est distribué par VSC, donc c'est vraiment une compagnie obscure, film obscur. Moi j'aime ça, découvrir des films obscurs. Des fois il y a des belles surprises, des fois il y a des très mauvaises surprises et c'est le cas avec Les Apaches. En gros, bon, c'est une gang de jeunes corses. Il y en a un qui travaille comme à l'entretien ménager d'une maison, puis il décide un soir d'inviter ses amis, puis c'est pas sa maison. Il invite ses amis, fait que là ses amis... ils font le free for all, ils se baignent dans la piscine, ils décident de voler de l'alcool, voler des biens, voler des armes. Et ça a pris beaucoup de temps avec Oshkash qui a volé des armes. Et là, finalement, les armes sont volées et les jeunes commencent à comme s'accuser et ça va finir dans un bain de sang. Film royalement con, premièrement. Sur tous les aspects, je veux dire, les personnages sont pas attachants, la prise de son non plus aide pas, la prise de son est mauvaise, on dirait qu'ils ont pris ça... ils ont pris un vieux Kodak, on dirait qu'ils ont pris le micro d'un vieux Kodak, puis ils ont décidé de prendre le son avec ça, fait que c'est comme... C'est insupportable, c'est un viol pour les oreilles. Format 4.3, pour aucune raison. Peut-être que les Corses n'ont pas assez d'argent pour faire des films panoramiques. Et là, il y a le deal d'armes, mais là, ça prend du temps avant de comprendre ça. Il y a des longues scènes qui font juste se promener en char pendant 5-10 minutes. Et le film dure 1h20. Finalement, il y a un des gars qui l'accuse, puis là, je vais parler, non! Puis il décide de tuer le gars avec les guns. T'sais, là, il décide de tuer leur ami, comme ça. T'sais, ça fait des années qu'il le connaît, puis bang, on va te tuer parce que tu vas nous dénoncer d'avoir volé des armes. Tu sais, what the fuck? Là, c'est ça, là, ils décident de l'enterrer. Non, en fait, ils veulent pas l'enterrer, ils décident de l'amener dans le bois, c'est vrai. Ils l'amènent dans le bois. Là, ils veulent starter un feu. Puis là, ça marche pas. Puis là, ils essaient de le cacher, mais ils sont comme trop près d'une piste cyclable. Puis, en tout cas,
illogismes, il y en a beaucoup dans les Apaches. Puis vraiment, ça a été excessivement pénible de regarder ce film-là. Pour plein de raisons, comme je dis, la réalisation est minable, la prise de son est mauvaise, les dialogues sont marmonnés. Les Corses ont une accent genre « Oh, mais putain de ta mère! » Ils parlent ça tout le long. Fait que c'était comme « Oh boy! » C'était vraiment pas facile. Ça sert à regarder ce film-là. Et la fin d'une stupidité déconcertante. Les Apaches, 5e position. En 4e position, VVS Film, Le Prince, avec Bruce Willis, Jason Patric et John Cusack qui sont sa pochette. Et devinez qui est la vedette? Jason Patric. Le Prince, c'est un énième film d'action où bon, ma fille est kidnappée par des crottés, fait que je vais tuer les crottés pour récupérer ma fille. Ben, il y en a un autre que je parlais tout à l'heure, Rage. Et là, ici, bon, c'est Jason Patric qu'on essaie de relancer à carrière. Jason Patric a peut-être eu quelques bons rôles dans les années 90. Moi, je me souviens surtout de son rôle dans Sleepers, qui est un excellent film, je vous le conseille fortement. Jason Patric a pas la shape d'un action star, il a l'air d'un électricien. Mal filmé comme film, la photographie est laide, c'est plein de couleurs, c'est comme... c'est du vomi sur celluloïd. Et là, Bruce Willis fait le méchant avec Rain, mais Bruce Willis, on le voit à peine, comme à peu près tous ses maudits rôles dans les 5 dernières années. On dirait que les scénaristes se sont dit, bon, on fait un autre film de commande, on fait un film d'action que à peu près tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie. À quoi bon se forcer d'écrire des bons dialogues? Les dialogues ont aucun sens, c'est vraiment, on sent juste qu'on va mettre des dialogues parce que sinon notre film va être muet, puis il n'y a pas grand monde qui aime les films muets. Et là, on a John Cusack qui fait un caméo, il est là. Et John Cusack est sur la brosse dans ce film-là, c'est évident. Et non, c'est pas dans ce rôle, non. Il est arrivé sur le plateau, il était sous-mort, c'est évident. Il est comme là, ouais, je vais te dire pourquoi le film s'appelle Le Prince, puis je vais te donner une raison quelconque, nowhere. Il explique le titre du film, et ça mène nulle part. J'ai pas plus compris pourquoi le film s'appelle Le Prince. Et John Cusack tire du gun, puis on le revoit plus. C'est ça. Il est sur la pochette du film. VVS sont forts là-dessus, mettre du monde connu sur la pochette, mais c'est pour des caméos ou des seconds rôles. Bruce Willis est là, et vraiment la scène mémorable du film. Faut le voir pour le croire, il est vraiment dans le fond du baril, lui, là. Et Rain a l'air d'une grosse tapette. Ok, Rain, on l'a vu dans le film Ninja Assassin, qui est un film assez violent, mais bien divertissant. Là-dedans, il y a sa coupe, là, genre, tu sais, parce que c'est un chanteur de musique chinoise, japonaise, je sais pas trop, mais c'est un chanteur, fait que, tu sais, il est vraiment resplendissant, tu sais, vous voyez le genre, mais là-dedans, on dirait qu'il s'est pas peigné pour un film d'action, il a encore sa shape de chanteur, fait que il a là une grosse tapette, pis on le croit pas du tout. 50 Cent, ben oui, hey, c'est sûr, 50 Cent pis Bruce Willis sont rendus chummy, faut qu'ils soient tout le temps ensemble dans les VVS, fait que 50 Cent est là, puis il fait son gangsta shit, puis il se fait tuer. Tu sais, plein de caméos nowhere dans le film, plein d'acteurs qui ont pas rapport. Évidemment, Jason Patric retrouve sa fille à la fin, tu sais, film ultra prévisible, extrêmement mal réalisé. C'est un wannabe Taken. Puis vraiment, on voit juste John Cusack puis Bruce Willis s'enfoncer dans la médiocrité. Vraiment, pire film d'action de l'année. En 3e position, Enemy de Denis Villeneuve. C'est distribué par Entertainment One. Denis Villeneuve, d'habitude, je l'apprécie beaucoup. J'ai adoré son film Prisoners. C'était même dans mon top 10 de l'année passée. Un film vraiment surprenant, très bien dirigé. Et Enemy a été tourné avant Prisoners. Denis Villeneuve avait déclaré en entrevue que c'était un peu son exercice avant le grand moment qui était Prisoners. Et on se demande même pourquoi Prisoners n'a pas été un flop. Parce que Enemy, c'est de la merde. Jake Gyllenhaal, qui est un professeur d'université, et bon, il aime pas trop le cinéma, puis bon, il décide d'écouter un film un soir comme ça, et en écoutant le film, il découvre qu'il y a son double, et il commence à partir à la recherche de son double. Le problème du film, c'est que c'est un film ultra confus, on comprend rien de ce qui se passe, la cinématographie est laide, c'est jaune pipi ou c'est gris dégueu, là, gris hôpital. Jake Gyllenhaal est décevant dans ce film-là et pourtant il y a eu plusieurs rôles acclamés dans les dernières années. Il est vraiment décevant. Le film commence, on le voit, il se dirige vers comme une espèce de réunion de gangsters. Ça arrive là, ça n'a pas plus de développement que ça. Et le film finit, un des doubles meurt dans un accident avec une fille et là l'autre Jake Gyllenhaal arrive dans une pièce, rouvre une porte puis il y a une araignée géante qui apparaît. Pourquoi? On le sait pas, on le saura pas. On sent que ça a vraiment été un trip de réalisateur et que finalement, Denis Villeneuve a vu une occasion de le sortir après le succès de Prisoners, comme si la pilule allait être moins dure à avaler, mais honnêtement, je l'ai trouvé aussi dur à avaler que s'il avait pas sorti Prisoners. Un film exécrable, un film que j'ai trouvé long, prétentieux et confus. Et d'habitude, j'aime ça les films ambigus où ce qu'il faut interpréter, mais là, c'est juste trop. Là. Il y a une limite entre donner des pistes, être vague, mais avoir du plaisir à regarder le film. Il y a des films que je comprends rien ce qui se passe, comme Eraserhead de David Lynch, qui est mon film préféré, un de mes films préférés.
On comprend rien de ce qui se passe, mais c'est tellement fucké, c'est tellement genre creepy qu'on accroche, pis qu'on aime ça, pis c'est un film culte, c'est pas pour rien. Mais ça, on comprend rien de ce qui se passe, ça arrive n'importe comment, on se dit bon, ok, sûrement qu'il y avait un frère ou non, mais ça reste tellement vague. C'est long, et ça finit que bon, Enemy, ben c'est un très mauvais film et une amère déception, et c'est la 3e position de mon flop 10 2014. En 2e position, film osé, Sex Tape, c'est distribué par Sony Pictures. Oh boy. Bon, Sex Tape, c'est une pub pour les produits Apple. C'est aussi simple que ça. C'est pas une comédie intelligente, c'est même une comédie excessivement ratée, j'ai pas ri une seule fois. C'est une pub pour le iPad. Dans le fond, Jason Segel est un animateur radio, Cameron Diaz est une blogueuse. Ils ont une belle maison, si je comprends pas pourquoi ils font autant d'argent. C'est sûr que les États-Unis, c'est pas pareil, mais bon. Cameron Diaz veut redonner du piquant dans le couple. Il décide, hey, on pourrait faire une sextape avec ton iPad, hey, ton nouveau iPad, ton nouveau modèle d'iPad. Il est vraiment focus trop sur les spécifications d'un iPad dans ce film-là, j'en reviens pas. Là, il décide de faire la sextape, et bon, avec la nouvelle application iCloud, eh bien, le vidéo se partage à travers tous les iPads. C'est que Jason Segel, qui est un animateur radio pourtant, qui, tu sais, je veux dire, moi, je suis animateur radio, je connais ça, tu sais, j'ai jamais transféré une musique sur un iPad, mais, tu sais, je sais comment supprimer des affaires, tu sais. Sur un iPad, je pense que c'est assez simple, je pense qu'en ayant une bonne prise en main, je pense qu'on sait comment supprimer des affaires. Lui, il décide de donner tous ses iPads, parce que dans le fond, il a reçu comme 3-4 iPads à la station de radio, il fout ça de musique, puis il donne ça au facteur, il donne ça à son voisin, tu sais. T'as clair, tu sais, personne ferait ça dans la vraie vie. Hey, au prix qu'un iPad vaut, ça vaut 600$. Man, tu donnes pas des iPads, tu donnes pas ça. Tu donnes des iPads à tout le monde, à peu près toute la ville entière, sa famille, la famille de sa femme, fait ils ont tout iCloud, puis là, mon but de faire ça, c'était pour que le monde ait toute ma musique, puis que, tu sais, quand on met des nouvelles tunes, le monde l'écoute. Hey, ok, le monde, ils sont pas caves, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent, tu sais, ils ont iTunes, je veux dire, Esprit, c'est pas des demeurés, là. Fait qu'ils donnent ça à tout le monde, ils font leur sextape, partagé. Fait que là, ça va dans une quête complètement futile de, il faut qu'on arrête la sextape, il faut que personne voit ça. Là, il y a un passage qui vont voir le patron de Cameron Diaz, Rob Lowe, qui est peut-être le seul truc pas pire du film, il est genre un coquet, puis il écoute Slayer. Fait que là, on s'en va d'une place à l'autre, puis là, ils veulent pas que leurs enfants voient la sextape. Là, un moment donné dans le film, un des fils à Jason Segel échappe son iPad de la fenêtre, tombe d'à peu près 2 étages, puis dit « Oh, regardez comment c'est solide! » Tabarnak! C'est ça tout le long, c'est comme « Hey, l'iPad, c'est la meilleure chose du monde. » C'est du brainwashing. Et pour un film qui s'appelle Sextape, il n'y avait pas grand sexe. C'est un sujet, il me semble, qui est raunchy, là, on peut aller loin avec un sujet comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir regardé une comédie générale. C'est un film qui est classé 16 ans et plus, j'ai eu l'impression de regarder un film général. Tellement qu'il n'y a rien de provoquant, il n'y a rien qui est comme « Ouh, ok, ça c'était salé ». Non, il n'y a rien de ça. On voit Jack Black, et Jack Black dit à peu près tous les noms des sites porno possibles. Mais quel abruti a eu la brillante idée de faire ça dans un film? Je veux dire, même si le film est classé R aux États-Unis et est classé 16 ans et plus, il y a des parents qui sont pas nécessairement aptes à avoir un bon jugement. Fait que, on va lui faire écouter Sextape à notre enfant de 8 ans, puis ils vont aller ces sites mentionnés dans le film. Tu sais, wow, bravo. Plein d'affaires dans ce film-là. Et finalement, on voit la fameuse Sextape à la fin, et c'est tellement absurde, c'est tellement d'une stupidité incroyable que tu te dis pourquoi ils ont fait toute cette quête-là pour une Sextape qui a l'air d'être une espèce de vidéo démo du Cirque du Soleil avec des positions ridicules et burlesques. Voyons donc, mais vous prenez-vous pour des imbéciles? Et je me suis vraiment senti imbécile à regarder ce film-là. C'est une comédie qui est pas drôle du tout, et c'est un film qui m'a fait excessivement chier. Je me suis senti royalement stupide après avoir regardé ce film-là. Il a passé vraiment proche d'être numéro 1, mais c'est pas celui-là. Sextape se mérite la 2e place du flop 10, et mon grand numéro 1 est... Mon grand numéro 1 est un film, bon, un peu obscur, mais pas tant. C'est pas un film qui a été au cinéma. C'est un film qui est sorti directement en DVD, mais qui fait partie d'une franchise, oui. Et c'est Cabin Fever 3, Patient 0. Déjà, le titre est assez contradictoire. Bon, les premiers Cabin Fever, Fièvre Noire. Premier avec Eli Roth. Il y a un certain... il y a un certain culte envers ce film-là. Moi, je fais partie de ça. J'adore Cabin Fever. Le 1 et le 2 aussi est très gore. Il y a plein de sang partout. C'est dégueulasse. Ça a repoussé les limites du gore à un certain moment. Et c'est des films qui sont très divertissants, qui ont un humour noir assez bien travaillé. Et bon, c'est pas tout le monde. Il y en a qui détestent la série Cabin Fever. Moi, je l'aime bien. Mais le 3...
Oh mon dieu, mais quel désastre! Je devrais même pas appeler ça un film. C'est un préquel, en fait, ça se passe avant les événements du premier et du 2. Alors que bon, il n'y a pas vraiment de matière à faire une préquelle. Tu sais, je veux dire, c'est un film, bon, la bactérie mangeuse de chair est arrivée, elle est là, elle tue le monde, puis that's it. C'est réalisé par Carrie Andrews, un gars nowhere. Et lui, on dirait qu'il a jamais écouté les deux autres. Lui, là, il s'est dit, oh, on va faire ça à ma sauce. Fait que là, c'est filmé tout croche. On dirait que c'est un mononcle. Il a demandé à son mononcle de filmer. Fait que c'est comme shaky au bout, c'est dégueulasse. Ça se passe comme en République dominicaine, on sait pas trop. En tout cas, ça se passe comme dans un coin exotique. Et bon, aucune personne qui était dans les premiers films sont là. Vraiment, ils ont changé l'équipe au grand complet. Là. Ça a plus rapport. Là, c'est 4 jeunes, une fille, 3 gars. OK. Fait que là, une fille, 3 gars, ils célèbrent le mariage d'un des leurs. Bon, je leur donne à peu près entre 23 et 26 ans. Et le gars qui se marie une femme d'à peu près l'âge de sa mère. OK, la madame doit avoir 52 ans. Tu sais, genre une cougar. Le gars marie ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de consultation, rien. Me semble que c'est un peu malaisant de marier une cougar. Mais, on va te faire ton enterrement de vie de garçon, mais sur un coin nowhere dans l'île, tu sais. Fait qu'ils s'en vont de la terre ferme. Puis ils décident de se rendre sur une île déserte pour comme faire du camping, comme ça. Hey, mais quel bel enterrement de vie de garçon, tu sais, me semble que t'es en République, t'es bien là, je veux dire, t'es pas obligé d'aller sur une île puis aller faire du camping, tu sais, je veux dire, il y a des hôtels, il y a des resorts, plein de boissons, tu sais, il y a des dance floors, je veux dire, pourquoi ils décident de faire ça, je le sais pas. Mais bon, ils prennent le bateau, s'en vont sur l'île, ils décident de faire du camping sur une plage abandonnée, bon, on se croit un peu dans Seul au monde, puis là, les personnages sont vraiment détestables au bout dans ce film-là, sont aucun charismatique, c'est tout genre, ah ben moi j'ai des problèmes, ça te concerne pas, tu sais, ils ont vraiment une attitude de fraîchier, tout, sans aucune exception. C'est comme, ah mais tu sais, pourquoi tu l'as marié, ah ça me regarde, pis là, vous êtes plus mes amis, vous êtes venus juste comme ça, tu sais, ton problème, tu sais. C'est juste ça. J'avais l'impression de regarder Love Story ou, mettons, Big Brother. Tu sais, des affaires de même sont pas attachants pas en tout. Et bon, et sur l'île, ça tombe qu'ils sont sur une usine à côté, une espèce de labo usine, on sait pas trop, où il y a des expérimentations et où est détenu le patient zéro qui est incarné par Sean Astin, qui lui n'a plus de carrière non plus. Sean Astin vraiment est ridicule, il joue comme une planche de bois dans ce film-là. Les jeunes décident de rentrer dans l'usine et il arrive que là ils se perdent, puis là il y a les scientifiques et là, on dirait que Karen Andrews s'est dit je réalise un nouveau Resident Evil. Parce que là, c'est plus la bactérie mangeuse de chair. Non, non. Ils sont contaminés puis ils deviennent des zombies. Ah! What the fuck? Ok, Cabin Fever, bactérie mangeuse de chair, la merde. Non, c'est pas original. Moi, j'aime pas ça. On va avec des zombies. C'est à moi des zombies. Walking Dead. Hey, ouais, ça pas. Non! Moi, je veux pas voir un film de zombies. Comme je dis, je veux voir du zombie. Je vais écouter Death Snow. Je vais écouter Walking Dead. Fait que là, on s'arrive avec des espèces de trucs de zombies. Ils se perdent, ils se font tuer. Là, ça a ni queue ni tête. Le gore aussi est exécrable. Il y a presque pas de sang pour un Cabin Fever. Les effets spéciaux, on dirait que ça sort de Walmart. On dirait qu'ils ont acheté comme un kit de latex. Puis ils ont mis du sang. Vraiment, les effets spéciaux sont pourris dans ça. Et pourtant, c'est des sommets du gore, les deux, là. Mais lui, c'est pourri, pourri, pourri. Et la fin, on dit que ça vient comme... Dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que le patient zéro finit par mettre le virus à l'échelle mondiale. Et c'est à cause d'une souris. Ouais, c'est à cause d'une souris que toutes les événements se passent du 1 et du 2, genre. J'ai pas trop compris. Et non, ça finit de même. C'est comme. Ils ont comme bâti ça. Le film est très mal monté aussi. Le film est tellement mal monté que là, ils montent ça comme si c'était un gros twist. Mais ça arrive tellement de nowhere à la fin du film. Puis là, tout le monde meurt. Puis on se dit, bon, c'est-tu à cause de la souris que les événements du 1 puis du 2 arrivent? On le sait pas. Mais c'est un film qui est vraiment inepte sur tous les aspects. J'ai sacré pendant au moins 5 minutes devant ma TV et j'ai pas beaucoup sacré étonnamment au niveau de mes films, mais celui-là, j'étais vraiment enragé noir de voir comment on peut sacrer une saga à terre en faisant un préquel complètement inutile. C'était vraiment pas nécessaire de se faire ce film-là. Là. Ils l'ont fait, puis ça donne la cochonnerie qui est Cabin Fever, Patient Zero, et c'est le pire film que j'ai vu en 2014. Alors voilà, c'est les pires films, donc c'est une assez longue vidéo, mais j'aime ça en parler du cinéma, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça va suffire. Alors restez à l'affût parce qu'il va y avoir des vidéos. En fait, je vais vous dire le nom, ça s'appelle Pellicule, et vous allez comprendre que, bon, Pellicule, des films de merde, mais des films obscurs. On va aller avec des films vraiment pas connus, et j'en ai quelques-uns en réserve, ça s'en vient, avec des beaux projets. Alors restez à l'affût mes amis. Mon nom, c'est Alex Chabot, a.k.a. Le Chabotage. Bye bye tout le monde.